faire un métier, médecin. C'est quoi? Une espèce de malédiction. Quoi de neuf aujourd'hui, docteur? Mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. Voix de médecin, le podcast de témoignages de What's Up Doc qui vous emmène dans l'intimité de l'exercice médical. Nous vous proposons de redécouvrir les meilleurs moments de voix de médecin. À chaque épisode, des récits intimes et le point de vue de médecins sur différents thèmes. On ne doit pas compter ses heures quand on est docteur. La différence entre la vie privée et professionnelle, je pense que j'ai toujours pas appris à la faire totalement. Depuis que je travaille moins, je travaille mieux. Si c'est tout le temps boulot, moi je pense pas que ce soit la meilleure façon de trouver son équilibre. Vocation, sacerdoce, mission de service public. Voici des mots souvent employés pour décrire le métier de médecin. Mais est-ce qu'être un bon soignant, c'est enchaîner les gardes et les consultations jusqu'à pas d'heure, tout sacrifié pour la médecine ? Disons que cette vision est remise en cause depuis quelques années par une nouvelle génération de médecins avec des modes d'exercice divers et une attention toute particulière à avoir un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle. Alors, quel est le rapport au travail des médecins ? C'est ce que nous allons interroger dans cet épisode best-of de Voix de médecin. Il y a d'abord ceux qui sont de la vieille école, ces médecins qui ne comptent pas leurs heures pour répondre à la demande des patients, par habitude, ou pour devenir le meilleur spécialiste. Je travaille beaucoup parce que entre la journée où je suis dans mon cabinet à Saint-Maur et les soirs, un jour sur deux, on se partage les gardes d'échographie avec mon confrère. Docteur Yacine Benarbia, médecin généraliste et échographe en région parisienne. Donc, ça fait beaucoup, mais j'ai la chance d'avoir ma femme pour me soutenir, mes épauler sur ça, ma famille qui me soutient. J'ai de la chance d'avoir ça. Et c'est ça qui permet de tenir. Parce que sans ça, effectivement, on est confronté à voir que le côté professionnel prenne plus le dessus que le personnel. Mais c'est une vocation après. Même si moi, ça s'est développé tardivement, j'aime mon métier. Même si j'ai des horaires de travail qui sont énormes, j'adore ça. Je vais pas au travail à reculons, j'y vais avec plaisir. Les patients, je les reçois toujours avec le sourire. Même si j'ai passé une journée éprouvante. Non, voilà, c'est un bonheur. C'est tous les jours différent, donc l'épanouissement intellectuel à travers les consultations, soit des échographies, des fois on tombe aussi sur des choses qu'on n'a pas l'habitude, et surtout moi je suis jeune, j'ai pas trop d'expérience, je suis toujours encore dans cette quête d'apprendre, donc pour le moment j'ai un épanouissement intellectuel qui est très très important, et l'épanouissement aussi au point de vue professionnel sur le côté médical, moi je sens que j'aide les patients. Je pense que ma vie professionnelle a été exagérée. Professeur François Damas, médecin belge retraité. Durant toute ma carrière, évidemment, mais ça, c'est le métier qui veut ça. Je ne comprends pas comment je n'aurais pas pu le faire autrement. C'est vrai que j'ai pas vu mes filles grandir, ça c'est vrai, c'est dommage. Si de refaire, malheureusement, je crois que je referais pareil. On ne fait pas un métier comme celui qu'on fait à moitié ou à mi-temps, c'est pas possible. Ça. Beaucoup de médecins qui font ça en temps partiel, etc. Je trouve ça une dérive épouvantable. On ne doit pas compter ses heures quand on est docteur, parce qu'on gagne très bien sa vie. C'est une rançon pour gagner bien sa vie, il faut pas compter ses heures. Les gens disent c'est bon, il fait une butée en 45 minutes, vas-y, c'est facile quoi. Docteur Sébastien El Saïr, chirurgien orthopédiste en région lyonnaise. Où il fait un canal carpien en 6 minutes, il voit pas en fait que moi je prends le train sur le lundi, je vais pas voir mes enfants de toute la journée, je pars à 6h du matin, je reviens à 23h pour aller voir un gars qui est super fort à Nîmes, qui fait des canaux carpiens sous écho et je trouve ça génial et je vais le faire. Les gens le voient pas tout ça et je pense que c'est pareil dans tous les métiers et c'est ça que les gens doivent comprendre, c'est que la réussite elle se travaille vraiment en amont quoi. J'aime bien cette phrase d'Orelsen qui dit « si c'est facile, tout le monde le ferait ». Quoi. Enfin, c'est ça en fait. Et la chirurgie, c'est pareil. Si c'est facile, vas-y, lance-toi. Si tu penses que le canal carpien en 6 minutes, c'est jouable, vas-y, fais-le en 6 minutes si tu veux. Mais je pense qu'il va te falloir quelques années pour arriver à faire une prothèse d'épaule en 1 heure ou une butée en 50 minutes ou un canal carpien en 6. D'autres médecins estiment, eux, que pour être un bon praticien, il faut savoir aussi se ménager. La question de la qualité de vie, elle est hyper importante parce que ça conditionne la performance au travail. Docteur Rayane Amod, dermatologue à Paris. Et moi, c'est un questionnement quotidien.
comment optimiser mon temps, comment me ressourcer mieux. Et en fait, moi, mon objectif, c'est de ne pas souffrir de mon rythme de travail et de ne pas avoir besoin de vacances. En fait, ça serait ça le but ultime, c'est de me sentir bien toute l'année. Il y a pu y avoir des périodes où on a ouvert le cabinet, où on travaillait 2 mois, et au bout de 2 mois, on était en pré-burnout. Il fallait qu'on se pose 1 semaine, et puis on recommençait comme ça tous les 2 mois, et ça, c'était vraiment pas sain. Maintenant, je crois que j'ai compris comment fonctionner, et voilà, je fais des petites journées, je me préserve des moments pour des activités qui n'ont aucun lien avec la dermatologie. Je pense qu'être un bon médecin, c'est être un médecin reposé, épanoui. Et c'est pas un médecin qui abat les consultations pour voir le plus de monde et pour remplir sa mission de service public, puisque si elle est mal remplie, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ni pour le patient, ni pour la société. Et c'est important que les médecins s'écoutent, à mon avis. On gagnerait beaucoup en qualité de la prise en charge. Et moi, je le ressens depuis que je travaille moins, je travaille mieux. Et pour arriver à un bon équilibre entre vie professionnelle et personnelle, chacun a ses petites techniques, sa méthode. Je trouve que j'ai un bon équilibre. Docteur Véronique Mignac, praticien hospitalier en médecine polyvalente à Lorient. J'ai essayé d'éduquer mes enfants comme ça, en leur disant pour tenir debout, il faut un trépied. Parce que s'il y en a un qui se casse la gueule, il en reste encore 2. Et donc il y a la vie pro, la vie perso, et puis pour moi la vie relationnelle, amicale, associative, voilà, qui est vraiment tout aussi importante, je pense. Et oui, moi j'ai l'impression que j'ai plutôt un bon équilibre, que j'ai toujours eu, je pense. Peut-être aussi parce que j'ai pas toujours travaillé à temps plein, notamment quand les enfants étaient petits. Et du coup, j'ai pas l'impression que ça ait trop empiété, par exemple, sur ma vie personnelle. Maintenant, ça reste toujours fragile, cet équilibre-là, parce que j'aime bien ce que je fais, donc je suis capable d'y passer des journées où je me donne à fond. Pendant 15 ans, je me suis occupée d'une équipe de soins palliatifs et où je faisais quand même beaucoup ça. Et je pense que j'étais fatiguée. Et je m'en rendais pas complètement compte, hormis ce petit signe-là, de me dire, qu'est-ce que j'aimerais bien tenir une librairie. Et mon mari qui m'a dit, Véro, t'as perdu de la joie. C'est à ce moment-là que j'ai changé, que je suis venue en médecine polyvalente et que j'ai un peu inversé la proportion de travail, c'est-à-dire que je fais plus de médecine polyvalente et moins de soins palliatifs, alors qu'avant c'était l'inverse. L'équilibre vie pro, vie perso, moi j'ai mis du temps à trouver un équilibre qui soit satisfaisant sans grignoter sur mes heures de sommeil. Docteur Elsa Mana, neurologue à Paris. Et aujourd'hui, je pense avoir trouvé cet équilibre. J'ai une règle qui est après 18h ou 19h, plus de boulot, plus d'assos, plus de sociétés savantes. Et les week-ends, je ne travaille ou je n'avance sur mes projets que les week-ends où je suis à l'hôpital parce qu'on fait des astreintes pour la continuité des soins. Aujourd'hui, je pense avoir un équilibre qui est assez satisfaisant et j'arrive à exercer tout ce que j'aime dans la médecine et à côté, en même temps que tout ce que j'aime dans la vie au sens large. Mais dans certaines spécialités, les limites deviennent parfois floues et il est difficile de séparer pro et perso. La différence entre la vie privée et professionnelle, je pense que j'ai toujours pas appris à la faire totalement. Docteur Claudia Pouy-Pouda, oncologue à Bordeaux. Franchement, il y a vraiment des gens où quand ils vont pas bien, ça m'impacte. Et notamment les gens où je les ai traités moi, en fait, où je les connais depuis le début. Je me souviens d'une dame là où que j'ai traitée, je dirais en 2021, donc il y a 3 ans pour un cancer du col. Donc quand c'est des cancers du col, il y a que nous, quoi. Il y a que la radiothérapie et la chimiothérapie, mais du coup c'est nous qui sommes les référents du patient. On a bien accroché et je pense qu'on avait un rapport un peu particulier. Et en fait, je la suivais et elle allait très très bien. Et en fait, il y a pas longtemps, elle a récidivé et ça m'a impacté, quoi. Et j'ai eu du mal à retenir les larmes sur la consultation. Et là, je me dis, c'est pas normal. D'ailleurs, j'en parle, je suis toujours émue. Mais elle m'a émue parce qu'en fait, un truc totalement débile. Je suis partie en congé mat. Donc il y a 4 mois où les patients ont été vus par quelqu'un d'autre. Donc ils savent exactement quel âge a mon fils. Ils savent exactement. Donc il y a à peu près un patient sur 2 ou 3, mais qui vont demander des nouvelles du petit. Donc c'est très dur de faire la diff, parce que par exemple cette dame, elle est sortie de là en disant mais comment va votre fils ? Et par exemple j'ai eu beaucoup de cadeaux de mes patients pour mon fils. Donc il y a des lectures du soir que je fais, et c'est un patient, donc je sais exactement qui. Et je me dis si ce patient-là récidive, waouh. Enfin, du coup, là, finalement, il y a beaucoup de ponts qui se font entre les deux. Parce que quand ça va bien, on parle de notre vie, en fait, on compare, les gens sont rassurés de voir qu'on est humain. Donc du coup, c'est vrai que la barrière s'effondre souvent, finalement. C'est une discipline qui touche beaucoup et il faut être prudent. Docteur Odile Amiot,
psychiatre en région parisienne. Avoir des espaces personnels, prendre de la distance, prendre du temps pour soi, pour débriefer à l'hôpital, avec les collègues, ça me semble important. J'ai organisé mon temps pour travailler parfois sur des grosses journées, c'est-à-dire 2 fois par semaine, je termine à 20h. Mais par contre, le mercredi, je suis plus sur les tâches administratives, en télétravail à la maison. C'est une organisation qui me permet de croiser un petit peu plus souvent mes enfants. On a la chance quand même à l'hôpital public d'avoir un certain nombre de jours de congés et je pense que c'est primordial de les prendre, même si aujourd'hui c'est difficile de pouvoir sortir des services. On est quand même dans une crise hospitalière que moi je n'ai jamais connue, la psychiatrie encore plus. La question de l'attractivité, de la fidélisation des soignants en psychiatrie, c'est une vraie préoccupation. On tourne à entre 30 et 50% de postes vacants. Donc, ce qui veut dire que ceux qui sont là sont réellement épuisés. Moi, je dis beaucoup, il faut prendre soin des soignants qui prennent soin des gens, parce que sinon, notre système va s'effondrer. Autre question primordiale dans l'exercice des médecins, faut-il choisir le public ou le privé ? Beaucoup de facteurs entrent en jeu quand il faut se décider, notamment les conditions de travail. J'ai commencé mon internat à l'hôpital public. Docteur Julien Cabaton, anesthésiste à Lyon. Comme tout le monde, où j'ai été, je pense et j'espère, très bien formé, où j'ai rencontré des gens qui m'ont appris beaucoup de choses et ensuite avec qui j'ai collaboré. Où j'ai travaillé après mon internat 2 années au CHU à Lyon. Et assez bizarrement, faire de la recherche à l'hôpital, c'était hyper compliqué. On n'était pas aidés ou on nous laissait pas le temps de le faire. Et du coup, j'ai eu la chance en fait de trouver à Lyon une équipe où j'ai pu m'installer avec pas mal de collègues, chirurgiens, anesthésistes qui eux aimaient faire la recherche et qui avaient déjà mis en place toute une équipe, une structure pour justement aider à faire la recherche. Donc des statisticiens, des attachés de recherche clinique, des secrétaires qui vous aident pour toutes ces choses effectivement administratives mais qui sont hyper lourdes et chronophages et qui permettent quand on n'a pas trop s'en occuper tous les jours, tous les soirs, tous les week-ends, de vraiment se concentrer sur mettre en place une étude, trouver les patients, leur expliquer ce qu'est cette étude, leur demander. Et du coup, ça fait partie aussi des choses qui m'ont convaincu, moi, d'exercer en libéral dans une structure privée après mes études dans le public à Lyon. Il y a effectivement des grosses différences de rémunération entre être anesthésiste dans un hôpital public ou travailler en libéral, donc en établissement privé. Ça a clairement joué dans la balance. Faut pas dire qu'on pense pas à l'argent, ça compte pas et tout. Pour faire le même travail avec moins de contraintes administratives et en plus en pouvant faire des activités de recherche que j'avais du mal à faire finalement à l'hôpital public, je gagne mieux ma vie que si j'étais resté à l'hôpital public. C'est aussi un des trucs dans le système français qui est bizarre, c'est qu'il y a des différences de rémunération entre les médecins, même de la même spécialité, alors que médicalement le travail est le même. Il y a des choses assez hallucinantes. J'ai quitté l'hôpital, non pas par dégoût de l'activité. Docteur Ryan Amod, dermatologue à Paris. J'étais chef de clinique, je m'occupais de la salle. J'avais 20 lits sous ma responsabilité, avec des mélanomes métastatiques, des fins de vie, des dermohypodermites sévères, donc des infections sévères. C'était extrêmement stimulant, c'était plutôt lourd, c'était extrêmement riche. Mais ce qui m'a usé, c'est les liens avec l'administration, les règles du jeu qui sont pas claires sur comment on reste, en fait, comment on poursuit sa carrière hospitalière universitaire, c'est assez opaque. C'est des luttes d'influence, c'est du mandarinat, la concurrence, la compétition était un peu toxique et je m'oubliais un peu dans cette histoire et je suis très content d'avoir pris conscience de ça puisque je suis épanoui grâce à ce métier en ville aussi. J'ai surtout plus de temps pour moi, une reconnaissance qui est toujours intacte par les patients et par la société. C'est vrai qu'on a un métier à valoriser, on a de la chance. Alors j'ai moins de frustration financière aussi, c'est vrai que quand on est chef de clinique, on n'est pas payé des 1000 et des 100 pour vivre à Paris, et quand on a 30 ans, on a d'autres projets que de vivoter pour sa médecine, et donc ça a été salvateur que d'aller en ville, sans que ce soit moins stimulant, puisque quand on est passionné, on se passionne quel que soit le niveau de lourdeur de la prise en charge du patient. J'ai choisi de travailler dans un établissement participant au service public pour plusieurs raisons. Docteur Yael Lévy-Doberman, gynécologue à Paris. J'aurais pu rester dans l'hôpital public, mais à la fin de mon clinica, il n'y avait pas de poste de praticien hospitalier dans l'établissement où j'étais disponible pour moi. Les SPIC semblaient proposer en fait des conditions de travail un tout petit peu peut-être meilleures que celles de la PHP, c'est peut-être moins vrai maintenant, dans des structures pas trop grosses, mais toujours en étant médecin salarié,
donc sans avoir à réclamer des sous aux patients, à chaque patient qu'on voit, sans certaines contraintes liées au système public, mais en même temps sans dépassement d'honoraires. Donc n'importe quel patient ou patiente peut venir s'adresser à notre établissement et ne rien avoir à payer pour avoir des soins que j'espère être de qualité. Je trouve que mon équilibre vie personnelle et vie professionnelle est correct. Je mentirais si je disais que j'avais pas envie de plus de temps de vacances et de moins travailler les week-ends, mais c'est le prix à payer pour avoir une structure qui fonctionne comme la nôtre. J'ai la chance de faire un travail qui est intéressant et stimulant et gratifiant. Je sais pas si c'est une passion, mais en tout cas j'y trouve un intérêt certain. Au moins une fois par jour, disons, je vais faire quelque chose qui m'intéresse, quelque chose de nouveau, ou je vais faire une rencontre intéressante. Travailler dans le public, c'est une grosse discussion. Docteur Claudia Pouy-Poudard, oncologue à Bordeaux. Surtout en radiothérapie où les différences de salaire sont énormissimes. Je pense qu'on doit être une des spé où c'est le plus important. Travailler dans le public, c'est le fait d'être entouré, c'est clairement cool. Alors après, du coup, nous, on fait des indications que personne ne veut faire. Les indications un peu limites ou chez des gens précaires, c'est nous qui les faisons parce que du coup, justement, on est un CHU et c'est notre métier de faire ça. Du coup, on a un rôle d'avis qui est assez plaisant pour l'ego et puis en général, quoi. On a vraiment le rôle d'avis. On a des machines que d'autres gens n'ont pas. On a un rôle de référence de certains trucs qui est plutôt agréable. Et puis c'est vrai qu'on est entouré de toutes les spé. Au CHU, il y a une facilité d'avis qui est faramineuse, quoi. Moi, je fais quasi que du thorax, on a les chirurgiens thoraciques qui sont à la porte d'à côté, c'est un plaisir immense, quoi. Le public, il permet aussi la recherche et ce côté-là. On en fait moins que ce qu'on voudrait. Alors, il y a la recherche en cancéro, les essais cliniques, donc tous les essais cliniques où on peut rentrer. Donc ça, on en fait tous au CHU. Après, il y a plein d'autres trucs, notamment en radiothérapie, on travaille beaucoup avec tout ce qui est intelligence artificielle. Il y a des logiciels maintenant qui arrivent à contourer, à délimiter des nodules tout seuls, etc. Il y a plein de trucs où savoir comment répond un cancer, est-ce que c'est prédictif de tel truc, tout ce qui est l'intelligence artificielle en cancéro, c'est un énorme boom. Donc c'est hyper intéressant et il y a pas mal de recherches là-dessus. On en fait tous à plus ou moins grande échelle. Je pense que si on a fait cancérologie, on aime obligatoirement un peu ça. Et ça, c'est vraiment cool. Et ça, pour le coup, en privé, il y a des essais cliniques. Mais l'autre recherche, elle peut pas se faire, je pense, en privé encore autant qu'ici. Ça aussi, c'est un argument important. Et après, ce qui est trop bien en public, c'est aussi le fait qu'il y ait des internes. Ça tourne, il y a une vie, quoi. C'est assez sympa, ce truc de transmission. C'est hyper important parce que du coup, nous, on a commencé comme ça. Et en plus, alors globalement, heureusement, la transmission, elle est surtout de nous à eux, mais en fait, elle se fait aussi dans l'autre sens, parce que eux, ils s'updatent de certains trucs que nous, on va pas savoir, notamment quand c'est pas dans notre spécialité. Du coup, on apprend aussi beaucoup de ce qui se passe en bas, parce que nous, on est surspécialisés, et donc, quand il y a d'autres trucs qui sortent, finalement, on apprend des chefs de clinique, on apprend des plus jeunes, quoi. Donc, ça, c'est hyper important, et c'est hyper cool aussi pour l'ambiance, parce qu'en fait, c'est hyper sympa d'avoir des gens différents et de rigoler un peu. Peu importe leur mode d'exercice ou leur spécialité, beaucoup de médecins ont une ou plusieurs activités pour faire le vide dans leur cerveau de praticiens parfois surchargés ou embrumés. Ça vient d'études scientifiques, en fait, on a tous une activité ressourçante. Docteur Thomas Lebouvier, anesthésiste réanimateur à Rennes. C'est dans le développement physiologique de l'être humain. Si vous posez la question un jour de quand tout va mal, si je fais cette activité, j'oublie tout, vous en trouverez toujours une. Et moi, c'est la mer. Je fais de la voile, du kitesurf. Donc il y a le côté dépense physique, où ça c'est une dimension que j'aime bien. Puis il y a ce côté nature et face aux éléments, c'est-à-dire que c'est un temps où on peut rêver, penser à autre chose, faire du kitesurf, sentir qu'on glisse, sentir le vent sur soi, la chaleur du soleil, le froid de la pluie qui vous fouette le visage. C'est très tactile et physique en fait, la relation à la mer. Ça coupe tout le reste en fait, c'est-à-dire que quoi qu'il se passe, je peux avoir vécu quelque chose de difficile. Je sais que quand je monte sur ma planche de kitesurf, tout s'arrête. Et après, ça ne reviendra pas. Je suis passionnée de photos, ça c'est ce qui me fait couper. Alors la photographie, je fais de l'astrophotographie et dans l'astrophotographie, il faut être très 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 patient. Des fois, on attend des dizaines et dizaines de minutes pour faire une seule photo. Et ça s'apparente, je pense, à de la méditation. Le fait de chercher un endroit, de se déplacer, parfois de faire une randonnée pour arriver à un endroit et de poser son matériel et d'attendre, c'est quelque chose qui est hors du temps. Et c'est quelque chose qui change de la temporalité de notre exercice clinique qui va à 100 à l'heure dans la journée. Et donc, faire de la photo me permet premièrement de capter le beau dans la vie, tout court, parce que je fais aussi des portraits.
Et ça permet aussi de ralentir ce temps et de le remettre dans une dimension de contemplation. Quand j'étais chef de clinique et j'ai continué étant libéral, j'ai toujours été investi dans pas mal de choses à côté de l'exercice de la médecine. Donc il y a la Société savante, la Société française d'anesthésie, où je suis investi plutôt dans son organisation. Et puis à côté, effectivement, pas mal de petites activités, de mener des études cliniques, d'essayer de rédiger des articles. Et je sais pas, à 30 ans, j'ai voulu apprendre le violoncelle. Donc j'ai pris des cours de violoncelle et je m'y suis mis. J'adore les langues étrangères, donc j'apprends plein de langues étrangères diverses et variées. J'achète un bouquin et tout ça. Donc je pense que c'est des tempéraments. Et voilà, après, il n'y a pas à dire si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, c'est plutôt une envie de faire des trucs à côté. Pour se sortir un peu peut-être à la fois de l'habitude, le train-train, mais également de charge de stress. Et on a besoin effectivement de faire des trucs à côté pour prendre de la distance avec sa semaine de travail, avec des problèmes professionnels et tout. Donc moi j'ai trouvé un équilibre comme ça, et pas mal de gens, en tout cas dans cette spécialité, sont un petit peu comme moi. Je passe beaucoup de temps au badminton. Ça, c'est une petite addiction. Beaucoup de temps aussi sur ma terrasse à jardiner. La passion botanique ne s'est pas éteinte. Je fais du violoncelle et du violon, et ça aussi, ça fait partie des choses qui aident à déconnecter. Et j'ai une fille de 4 ans, et je compte bien lui consacrer tout le temps qu'elle me demande. Déconnecter, oublier par moments que l'on est médecin, c'est peut-être la clé du bonheur pour certains praticiens comme Dr Lorraine Audia. Cette médecin généraliste dans l'Est de la France fait tout son possible pour laisser sa blouse au cabinet. Moi, j'ai tendance à jamais trop mettre en avant le fait que je sois médecin, même en dehors de ma profession, parce que ça me définit pas. Ma personnalité, c'est pas que être médecin. Parfois, on a tendance à dire « Ah ben oui, t'es médecin, waouh !» Mais en fait, on n'est pas que le métier qu'on fait. Penser à faire passer sa vie personnelle avant sa vie professionnelle, je crois que c'est important quand même, parce que le boulot, ça nous fait vivre, mais il faut profiter de la vie. Et je crois que le métier qu'on fait nous permet de nous rendre compte que la vie, elle peut basculer à tous instants, que tout peut arriver, sans être complètement dans le désespoir. Mais pour dire que c'est important de vivre sa vie. Moi, j'ai moins de 30 ans. Si j'ai envie de passer du temps voyager, je vais essayer de le faire et de trouver le temps. J'arrive à quitter le milieu médical et ne plus y penser. Malgré ça, parfois, on a des situations en tête qui nous gênent, qui nous ont mis mal à l'aise. J'ai ma collègue directe, Floriane, avec qui je travaille habituellement, et j'ai mes co-internes, tous mes collègues en médecine avec qui on discute beaucoup, on échange pas mal, en dehors des consultations, pour parler un petit peu de cas qui nous ont marqués. Et ça permet aussi de souffler et de se dire « Ah, est-ce que vous pensez que j'aurais dû faire comme ça ? Ah oui, mais t'inquiète pas, moi j'aurais fait pareil. » J'en parle toujours un peu parce que ça me fait du bien et ça me permet de conforter certaines de mes décisions et pas de me rendre malade pour certaines choses. Et j'arrive aussi complètement à couper parce que c'est important et parce que sinon, si c'est tout le temps boulot, moi je pense pas que ce soit la meilleure façon de trouver son équilibre. Et moi, quand je rentre chez moi, je me dis, j'ai pas menti, j'ai pas travesti la réalité, j'essaie d'être à l'écoute. Et ça m'a pris beaucoup d'énergie, ça il faut le dire. Mais à la fin de la journée, je suis heureuse de ce que j'ai pu apporter aux gens. Et je suis en accord avec mes valeurs. Et en ce sens-là, je trouve mon équilibre dans le métier et dans ma vie perso où j'arrive aussi à prendre le temps. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Voix de médecin partout où vous écoutez des podcasts. Voix de médecin est un podcast de WhatsApp Doc disponible une fois par mois. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-le avec vos proches et mettez-nous des étoiles. Le tournage, l'écriture et la réalisation ont été assurés par Margot Kefelec. Le directeur de la publication, c'est Mathieu Durand et le rédacteur en chef, Luc Angevert. Le générique est composé d'extraits du film Hippocrate réalisé par Thomas Lilti, du dessin animé Bugs Bunny et d'une archive de l'INA. À très vite!